Notre première nouvelle nous emmène à Wakayama et on ne parlera pas de curry. Je sais, j'ai fait la blague juste avant le générique, mais ça c'est pour la capsule YouTube et c'est pas du tout une blague. Voilà, je vais vous parler d'un drame qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi de la semaine dernière, où monsieur Daido Masatomi, un commerçant de 66 ans, a été victime d'un cambriolage, ou d'un braquage plutôt, d'un genre tout à fait nouveau dans cette partie du Japon, et au Japon en général, puisque vous l'aurez compris, il y a très peu de vols à main armée, et quand ils arrivent, ils se font nuitamment, et en général, rarement armé ou alors d'un bâton ou d'un couteau, et bien là l'attaque a eu lieu 2 jours où le monsieur a été attaqué vers 8h30 le matin par un individu masqué et casqué avec une batte de baseball et un marteau. Il lui a dérobé environ 50 000 yens dans sa caisse, ce qui est pas grand chose, hein, peut-être environ 300, peut-être même pas 300 € dans ce moment. Et lorsque monsieur Daido a voulu appeler la police ou se signaler, grâce à un bouton d'alarme antique qu'il avait sur le mur, et bien le cambrioleur lui a fracassé le crâne à coups de marteau. La police est arrivée peu de temps après parce que quelqu'un a donné l'alerte. Il a eu le temps d'ouvrir la caisse enregistreuse et de donner l'argent avant de se faire massacrer, bien sûr. Et on n'a toujours pas retrouvé le malandrin. La police est en ce moment en train de le rechercher activement. Ça n'était plus arrivé depuis 6 ans qu'un cambriolage ou qu'un braquage, c'est plutôt un braquage de jour avec arme, alors là contondante, mais il peut arriver que ce soit avec des armes tranchantes, voire des armes à feu, ne fasse de victime. Eh bien c'est fait. Donc ce pauvre monsieur, ce pauvre commerçant de 66 ans a été victime certainement d'un membre de la pègre locale, parce que un désespéré qui veut faire un braquage ne prend pas, d'après la police, hein, après ce n'est que l'opinion de la police, la peine de se masquer, de mettre un casque par-dessus, de prendre un marteau et une batte, de se tourner dos aux caméras, à la caméra de vidéoprotection du magasin. Enfin, l'enquête est en cours. C'est un événement suffisamment rare pour que j'ai voulu vous en parler. Rien ne laissait présager un drame pareil, surtout dans ce petit quartier de Orji. C'est dans la préfecture de Wakayama, c'est à Kainan, donc c'est vraiment un tout petit bled, hein, où il ne se passe jamais rien, et tant mieux. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant des suites de cette affaire. J'espère que la police va le capturer pour savoir un peu, en connaître un peu plus sur le profil de cet individu, que j'imagine peu recommandable. En tout cas, affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Hawaï, État américain, où la police a arrêté mardi à l'aéroport international de Hilo, sur l'île d'Hawaï, monsieur Fukushima Akito, 41 ans, que vous voyez ici, là, ici, là, ici, en photo, avec son petit collier de barbe, c'est toujours très saillant, qui s'apprêtait à commettre un attentat sur un avion de ligne, puisqu'il a été arrêté avec 2 grenades offensives, que l'on voit clairement, ici et là, dans son bagage à main, et des projets clairs, nets et écrits, diffusés d'attaques terroristes sur son avion de ligne. Les grenades ont été détectées pendant son contrôle au rayon X d'un sac qui ne voulait pas poser, d'un petit bagage type banane, là, qui ne voulait pas poser sur le tapis. On a pu voir que c'était des grenades qui étaient inertes, mais qui avaient leur système de mise à feu. Mais on a quand même retrouvé dans ces disques durs et dans ces sont des grenades militaires, des grenades à fragmentation, grenades offensives qu'on appelle ça. Corrigez-moi si je me trompe, si ce sont des défensives, mais je ne crois pas. On a trouvé dans son activité en ligne une grande activité au milieu des milieux plutôt activistes et très nostalgiques de l'armée rouge japonaise et des attentats.
des attentats de la fin des années 60 de la Japanese Red Army. Il était même en relation épistolaire avec certains des anciens acteurs de cette fraction armée rouge japonaise, on va dire, avec des messages pas forcément très sympathiques pour le Japon, l'empereur, la famille impériale, le gouvernement, etc. Le contre-espionnage et le contre les forces antiterroristes américaines, puisqu'il s'est fait arrêter sur le territoire américain, m'est avis qu'il va avoir quelques ennuis supplémentaires que s'il avait été arrêté au Japon, s'intéresse fortement à son cas. Vous savez que les activités de ces groupuscules sont assez scrutées par les services secrets américains. Je pense qu'il a un peu de soucis à se faire. Alors lui prétend qu'il les avait achetées pour la collection. Elles étaient effectivement inertes, mais enfin, le système de mise à feu n'avait pas été supprimé, la charge était toujours là, et il n'y a que l'amorce qui manquait, et on le voit sur... on le voit ici sur le photo rayon X, la petite tige qui vient normalement à l'intérieur de la grenade dans laquelle il y a le détonateur est manquante, sachant que c'est une partie que l'on peut remplacer et changer facilement soi-même. Voilà, bon, il y a eu une évacuation de l'aéroport et de la zone autour. Le monsieur originaire de Fukushima a été arrêté, bien entendu, est actuellement entendu par le service de... antiterroriste. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de cette affaire. Je pense que c'est assez mal embarqué pour lui. Je ne mettrai pas un billet sur ses chances de sortir de prison avant quelques temps. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit dans la préfecture de Miyagi, dans la petite ville de Tagajo, plus précisément, où un monsieur de 48 ans sans emploi, monsieur Suzuki Nagaesu, que vous voyez en photo juste là, a été arrêté pas plus tard qu'avant-hier par la police pour le meurtre de son papa de 72 ans avec qui il vivait depuis des années. Monsieur Suzuki, vous vous en doutez, était un joueur invétéré, un feignant invétéré qui ne travaillait plus depuis des années et qui vivait au crochet de son père qui, lui, travaillait encore à son âge et lui donnait une partie de son salaire pour payer ses menus plaisirs qui étaient l'alcool, les hôtesses et bien sûr le jeu. Monsieur Suzuki fréquentait les cercles de jeux clandestins, les cercles de buveurs invétérés, devait beaucoup d'argent à des gens peu recommandables pour qui il a travaillé un moment, et son père ne pouvant plus suivre, mais je sais, je vous ai déjà raconté cette histoire-là 50 fois, parce que c'est toujours la même, souvent la même qui arrive. Son père lui ayant refusé encore une fois de l'argent, eh bien, il l'a... assassiné à l'arme blanche en lui prodiguant 17 coups d'instruments tranchants au niveau de la carotide, du visage et de la poitrine. Il a été déclaré mort immédiatement à l'arrivée des secours. Secours qui ont été appelés par un ami de la famille qui venait visiter, un cousin, pardon, un membre de la famille, erreur de traduction sur qui est rentré pour visiter le papa de 72 ans, et le gentil fiston, monsieur Suzuki Nagayasu, qui est là, a été arrêté quasiment immédiatement, parce qu'on a retrouvé ses traces un peu partout. Il n'a donné d'autres raisons que celles de différents avec son père par rapport à l'argent, comme on dit. Voilà, donc il a été mis en examen pour assassinat avec circonstances aggravantes, puisque vous le savez maintenant, dans les meurtres intrafamiliaux, eh bien, c'est considéré comme une circonstance aggravante, et il risque jusqu'à 20 ans de prison. Voilà. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de cette sordide histoire, comme elles le sont toujours dans ces cas-là. Affaire suivante. La nouvelle suivante nous conduit à Osaka, où monsieur Kitagawa Kentaro, avocat de 64 ans, mais aussi ancien procureur général du tribunal de Osaka, monsieur qui a requis des peines exemplaires contre des criminels pendant des années, vient d'être condamné pour
Le viol d'une consoeur du tribunal d'Osaka. Voilà. Il a été arrêté en 2018 sur des plaintes à l'époque où il était encore procureur général d'Osaka, du tribunal d'Osaka. Il a été arrêté par la police pour répondre de plusieurs accusations de violence S, de harcèlement S, mais aussi de viol de la part de certaines collaboratrices, greffières, assistantes, avocates, etc. etc. Il a été interrogé pendant de longues heures. Il n'a bien sûr pas fait les traditionnels gardes à vue des gros méchants de 40 jours à 50 jours, mais on a trouvé des preuves évidentes et des preuves matérielles de sa culpabilité sur au moins une des plaignantes. Alors c'est une première condamnation, il risque d'y en avoir d'autres. Bien sûr, il a fait appel, donc pour l'instant, il est censé être... il bénéficie de la présomption d'innocence, trace ADN, etc. ont été retrouvées, donc il a été inculpé. Il voulait se présenter aux élections locales, donc pour l'instant, ça va être un petit peu compliqué, par contre il a réussi à faire plus ou moins anonymiser les détails de l'affaire de par sa position, son ancienne position, parce que pour l'instant il a réussi à faire annuler et interdire toute diffusion des détails de l'affaire, sous le prétexte bien sûr de protéger la vie privée de la victime. On y croit moins qu'au Père Noël quand même, ce qui permet aussi de ne pas connaître le nom de la victime et donc de ne pas s'intéresser à son cas plus que ça. C'est une façon donc pour lui aussi non seulement de l'avoir violée, de l'avoir détruite, et aussi maintenant de l'anonymiser. Voilà. Il a été aussi procureur adjoint à un moment au bureau supérieur du chef des enquêtes criminelles, du procureur suprême. C'est-à-dire que cet homme, que vous voyez ici, qui vient d'être inculpé en première instance pour le viol aggravé en plus d'une collaboratrice, était celui aussi qui était en charge de décider si une affaire pouvait aller jusqu'à la Cour suprême, c'est-à-dire un procès, l'équivalent de la cassation, c'est-à-dire qu'il pouvait casser sur un point de droit une décision, notamment de peine capitale. Eh bien, ce monsieur avait ce genre de pouvoir entre les mains, donc un petit peu de pouvoir dont on peut abuser, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, pour l'instant, il y a un appel, donc on attend, la décision est suspensoire, et il va y avoir d'autres procès, puisque il a pour l'instant 13 plaintes en attente d'instruction pour des affaires similaires. Voilà, ce monsieur était donc un membre très actif bien du monde de la loi et de la justice, surtout de la justice au Japon, jusque très récemment. Il va sans dire que ça va faire la une des journaux dès qu'il aura été condamné en appel ou en deuxième instance, sauf s'il réussit à faire annuler la décision, parce qu'il connaît la loi mieux que personne. Je vous rappelle qu'il a été au bureau du procureur suprême, dont le métier est de faire casser des jugements pour des points de droit. Il travaille en ce moment avec d'anciens confrères avocats pour constitutionnalistes, justement pour essayer de faire briser certaines décisions. Je vais quand même regarder où va l'affaire et je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Allez, affaire à suivre. Là, ah oui, mais là c'est opaque. Ouais, bon, c'est pas grave. Ma fille est derrière pour la dernière nouvelle. Ah, on la voit un petit peu. Voilà, c'est bien comme ça. La dernière nouvelle nous conduit dans tout le pays. Vous voyez en bas affiché la tête de tous les candidats à l'élection municipale de Tokyo, qui avait lieu en même temps que les élections législatives françaises. Eh bien, il se trouve que la police a arrêté, 8 personnes qui sont toujours en garde à vue et interpellé 22 autres personnes pour des infractions au code des élections, au code électoral. Mais me direz-vous, qu'ont fait ces gens-là? Est-ce qu'ils ont fraudé? Est-ce qu'ils ont mis des bulletins déchirés pour faire croire non, c'est vote électronique. Est-ce qu'ils ont fait des magouilles? Est-ce qu'ils ont soudoyé des candidats pour qu'ils se retirent? Que nenni! Que nenni! Les infractions dont je vous parle sont liées à des dégradations d'affiches,
à des moustaches dessinées sur les candidats et autres dégradations et avilissements du candidat. Voilà. Il y en a des qui m'ont dit que c'est des choses qui se faisaient en France régulièrement. Eh bien, il faut savoir que le code électoral japonais vous interdit, mais alors, interdit, de dégrader l'image d'un candidat, y compris par le biais d'artifices moustachiers, notamment, ou Aditlerum, vous savez, le petit carré là-dessous. Tout ça est formellement interdit, eh bien, grâce aux caméras de vidéoprotection, et on ne cessera jamais de louer leur louange, louons des louanges, bis repetita, eh bien, les odieux personnages, serais-je tenté de dire, qui ont fait ça, viennent d'être appréhendés et paieront de leur liberté cet affront à la démocratie, qui est le fait de dessiner une moustache ou un cache-œil. Hein, il a fait un cache-œil, je suis sur Madame Koike, ce qui est formellement interdit. Il y en a même des qui ont été vus en train d'arracher des affiches, partiellement, par lambeaux. Voilà. Ce qui non seulement dégrade l'image du candidat, mais aussi salit la rue. Je vous salis ma rue, pleine de grâce. L'enquête est en cours. Les 22 personnes interpellées ont été relâchées, mais restent sous contrôle judiciaire. Par contre, 8 sont toujours en garde à vue et risquent des sanctions exemplaires, parce qu'on rigole pas avec les affiches. Voilà. Non mais la police a également émis un avertissement, et attention, après avoir affiché une publicité dans un magasin de divertissement pour adultes, hein, dans le cadre d'un panneau d'affichage vendu genre méchant, vendu à Moscou, tout ça, par le Parti pour la protection du peuple de la NHK. On n'affiche pas des messages politiques sur des vitrines de magasins pour adultes, voilà. Un peu de déontologie dans la politique. Je renvoie aux affaires précédentes pour voir un peu quel niveau de déontologie on est. Voilà. Ma chérie, que penses-tu de cette affaire? Rien. Je suis bien d'accord avec elle. Je pense que, en France, c'est normal. En France, il n'y a pas... Ils n'arrêtent pas les gens pour ça. En France, ils n'arrêtent pas les gens. Tout ça. Et est-ce que tu trouves ça légitime d'arracher des affiches? Imaginons qu'il y ait une affiche d'un candidat que tu n'aimes pas. Est-ce qu'il te viendrait à l'idée d'arracher son affiche en te disant « Ah, comme ça va faire gagner mon candidat ». Non. Non, d'accord. La parole de la sagesse. Bon, ben voilà, c'était à peu près l'analyse la plus pertinente qu'on pouvait donner sur cette affaire. À faire classer jusqu'aux prochaines élections.